Bienvenue à tout le monde, bien sûr, pour cette séance de conseil municipal du 29 mars. Le printemps est avec nous depuis une petite semaine, une grosse semaine. Donc, je vous propose de commencer cette séance en procédant à l'appel. Émilie Roy, s'il vous plaît, on vous écoute. Présent. Pascal Campins. Magali Vincent. Christian Garnier. Martine Clopin. Jacques Paganelli. Patrick Roisse. Serge Venet. Chantal Jauvert. Isabelle Roger. Jean-Marc Illy. Stéphanie Assion. Éric Galliano. Graziella Piras. Thomas Michel. Cédric Giner. Marine Desideri. Pouvoir. Émilie Roy, présente. Denis Tendil. Armand Cabrera. Martine Cabot. Bernard Pézry. Il va arriver. Éric Joffre. Pouvoir. Éric Joffre. Marina Brondino. Lionel Riquelme. Valérie Pozzo di Borgo. Et j'ai reçu les pouvoirs de Madame Brondino pour Armand Cabrera, Monsieur Joffre pour Monsieur Pézry, Madame Desideri pour moi-même. Voilà, le quorum est atteint. On peut démarrer cette séance et on va démarrer cette séance en procédant au vote du compte-rendu de la séance du 8 février 2021. Monsieur Cabrera, prenez le micro s'il vous plaît. Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Avant d'entamer l'ordre du jour, je souhaiterais faire une déclaration préliminaire. Lors de la première séance du conseil municipal en juillet 2020, vous avez déclaré vouloir agir, je cite, dans la concertation, l'écoute et la transparence avec ce bon groupe d'opposition. Cette déclaration, bien qu'à notre avantage, ne figure ni dans le compte-rendu de vos services, ni dans le compte-rendu de la presse. C'est regrettable. Nous, membres de l'opposition, prenons acte. Même, nous nous félicitons et nous vous remercions de cette volonté affirmée de pratique démocratique. Nous n'avons jamais cessé de vous demander cela. Néanmoins, désormais, nous espérons que ces paroles seront mises en équation et mettront fin à des pratiques révolues. Je ne peux pas encombrer ma déclaration, mais je tiens à votre disposition un état des lieux chronologique, un état chronologique des manquements. Autre point d'ordre général, chaque fois que vous avez mis au vote une délibération qui nous paraissait positive, nous l'avons approuvée en votant favorablement. Cependant, vous annoncez cette décision comme émanant du maire et de sa majorité, notamment dans votre édito du dernier Prademac délivré à 7000 exemplaires, laissant entendre que l'opposition municipale est défavorable à cette décision. C'est bien le conseil municipal dans son entité qui vote cette délibération. Ce serait donc plus exact, plus juste et démocratique que ce soit présenté comme tel. Je vous remercie. Merci. Donc, d'autres interventions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Donc, on va passer maintenant à l'ordre du jour du conseil municipal. Les premières questions vont concerner les aspects budgétaires de notre commune, avec le vote du compte de gestion, du compte administratif, des budgets primitifs, de la régie des transports et du budget principal, et puis également la fixation des taux des finances locales. Donc, nous allons d'y revenir et M. Perratou prendra la parole sur différents de ces sujets. Simplement, avant de débuter et de donner la parole à M. Perratou, je voulais simplement dire que ces comptes de gestion, que ce compte administratif démontre une fois de plus les efforts que nous avons entrepris sur le premier mandat et que nous poursuivons sur le deuxième mandat, qui consiste à continuer à bien gérer notre commune, continuer à investir,
tout en maîtrisant les dépenses, que ce soit les dépenses à caractère général, les dépenses de personnel. On est toujours dans cette logique. C'est ce que démontre le compte de gestion et le compte administratif. C'est ce qu'avait démontré en son temps la Chambre régionale des comptes quand elle était venue dans notre commune, en disant que la gestion de la commune ne portait pas à des problèmes particuliers, voire qu'elle était plutôt bien gérée. On avait eu d'ailleurs un rapport aussi de la DGFiP qui faisait une analyse financière de la commune qui démontrait cet état de fait. Donc vous verrez au travers de la démonstration qui va être faite par M. Perratou que notamment nous avons réussi à ne pas augmenter les taux, nous avons continué à diminuer la dette, nous avons continué à maîtriser les dépenses, qu'elles soient au niveau des charges générales ou des ressources humaines. Cette maîtrise des dépenses que nous avons entreprise sur le premier mandat, nous continuons sur le deuxième mandat et ce compte administratif est là pour vous le démontrer. Voilà, donc nous avons commencé avec l'adoption des comptes de gestion. Jean-Michel Perratou. Bonjour à tous. Adoption des comptes de gestion, du budget principal et des budgets annexes. Après s'être assuré que Monsieur le chef du service de gestion comptable a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, le conseil municipal, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, statuant sur l'exécution du budget principal et des budgets annexes, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, déclare que les comptes de gestion de notre commune, dressés pour l'exercice 2020 par Monsieur le chef du service de gestion comptable, visés et certifiés par l'ordinateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. Merci. Pas de questions particulières sur le compte de gestion qui est le compte du trésorier. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 2. Il s'agit maintenant du compte administratif, qui est le compte de l'équipe municipale 2020, concernant le budget principal et le budget annexe de la régie des transports. Voilà, là, une fois de plus, je vais laisser la parole à Jean-Michel Perratou, qui va développer le compte administratif. Lors de la commission des finances, le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 ont été exposés, commentés, en répondant aux questions. Il est présenté au conseil municipal une version résumée des délibérations. Dans le compte administratif 2020 du budget principal, les dépenses totales de fonctionnement sont de 13 326 000, les recettes totales de 14 699 000, soit un résultat comptable de 1 373 000. Les charges à caractère général sont de 2 340 000, en diminution. Les charges de personnel sont de 7 140 000. Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 939 000 euros. Et les atténuations de produits à 695 000 euros d'attribution de compensation versées à la métropole. Les charges financières sont de 199 000 euros, toujours en diminution. Dans les recettes de fonctionnement, le produit des services est de 956 000 euros, les impôts et taxes de 10 748 000, avec la taxe sur les droits de mutation en augmentation de 33%. Les dotations et participations de 2 330 000 et les produits exceptionnels de 321 000 euros. L'encours de la dette s'établit à 5 970 000, avec 573 euros par habitant, pour 850 euros de moyenne dans les communes de la même strate. Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 3 242 000, dont 785 000 de remboursement d'emprunt et 558 000 euros de subventions d'équipement, incluant les 437 000 euros de l'attribution de compensation à la métropole et 120 000 euros pour les façades. Les immobilisations corporelles de 1 897 000 représentent les travaux pour l'église, l'hôtel de ville, l'école Marcel Pagnol, le jardin Lantruat, le local de la police municipale et le cimetière de l'Esquirol. Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 2 442 000. Le budget principal présente un excédent brut de clôture de 3 497 000
et un excédent net de 3 305 000 en incluant les restes à réaliser. Le budget annexe de la Régie des transports présente un résultat net de clôture de 222 798 €. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'adoption des comptes administratifs 2020, du budget principal et du budget des transports, tel qu'exposé. Merci, Monsieur Perratou. Avez-vous des questions sur le compte administratif? Pas de questions, pas de remarques. Monsieur Riquelme. Bonjour, Monsieur le maire, chers collègues. Merci pour votre présentation, Monsieur Perratou. Je souhaiterais mettre en lumière un point qui me semble essentiel et qui concerne les charges de personnel. Vous les qualifiez, Monsieur le maire, vous venez de nous le rappeler, de maîtriser, comme chaque année d'ailleurs. C'est pourtant faux. De 6,7 millions d'euros en 2018, elles sont passées à 7,1 millions d'euros, soit une augmentation de 410 000 € en seulement 2 ans. Cela représente plus 6% en 2 ans. C'est beaucoup. On peut lire en page 2 de la synthèse du compte administratif 2020, effectif 2019, 183, effectif 2020, 197. D'autant plus que nous avons, ne l'oublions pas, de moins en moins de compétences communales par rapport aux compétences exercées maintenant par la métropole TPM. Donc, je ne partage pas votre point de vue. Vous n'avez pas maîtrisé les charges de personnel, qui représentent maintenant plus de 60%, exactement 63%, des charges de notre commune. C'est considérable. La moyenne nationale de notre strate s'élève à 56%. Il y a donc un delta de l'ordre de 7%. Je vous remercie. D'autres interventions? Non? Pour répondre rapidement, oui, vous vous référez à 2018, vous pouvez aussi vous référer à 2014 ou 2012 pour augmenter les chiffres. La réalité, et celle qu'on a écrite, c'est que c'est à constater. Le compte administratif le dit et c'est vérifiable par les chiffres. L'augmentation de la masse salariale est de 1,6%. Il y a la notion de GVT, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations régulières, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Il y a les augmentations qui sont faites, qui sont dues à des obligations légales, qui sont d'ailleurs bienvenues. Il s'agit de lutter contre l'inflation pour nos agents. Donc voilà, une masse salariale qui est contenue à 1,6% d'augmentation par an. C'est ce qu'on appelle dans le secteur public une augmentation qui est maîtrisée. Après, ce qu'on s'efforce de faire depuis 2014 et ce qu'on continue de faire, c'est que dans la mesure où il y a des départs en retraite, il y en a d'ailleurs 3 cette année qui arriveront, on fait en sorte de ne pas les remplacer si la qualité du service public n'est pas mise en cause, éventuellement de remplacer si pour maintenir la qualité de service public il faut le faire, mais en tout état de cause, la seule façon pour une collectivité de réduire ses coûts de personnel, parce qu'on n'a pas le droit de faire des licenciements dans une commune et on n'a pas forcément envie d'en faire non plus, la seule façon de réduire les coûts dans une commune, c'est en fait de ne pas remplacer les départs en retraite. Et c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire parce qu'on est tenu, il n'y a pas de processus de licenciement, on n'est pas dans une logique privée où on peut réduire, on peut liquider des services ou liquider des personnes. Et fort heureusement, ça ne se passe pas comme ça dans le service public. Donc le service public se doit de maintenir ses agents en activité quand ils sont titularisés ou même quand ils sont contractuels, si le service public le commande. Nous sommes attachés à un service public de qualité, ce à quoi nous sommes attachés depuis 2014. On reste sur cette dynamique et on s'aperçoit que 1,6% de maintien, de hausse sur les RH, c'est plutôt une belle performance. Il faut rappeler qu'il y a eu une prime Covid qui a été votée à l'unanimité par ce conseil municipal. À moins que vous ne souhaitiez revenir sur la prime Covid, ça fait partie de ces coûts supplémentaires qui ont été induits en 2020, notamment aussi la mise en place de tickets restaurants. Donc malgré ces contraintes concernant la Covid et la décision politique de mettre en place des tickets restaurants, d'abord pour nos agents qui travaillent au service de la commune, mais aussi par souci d'équité par rapport aux agents qui avaient été transférés à TPM, nous avons souhaité mettre en place des tickets restaurants. Là aussi, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il me semble que cette délibération a été votée à l'unanimité. Donc on ne peut pas à un moment voter à l'unanimité des décisions qui ont un impact sur la masse salariale. Malgré toutes ces mesures qui sont au bénéfice de nos agents, au bénéfice de ceux qui se sont mis en première ligne sur la prime Covid, on voit bien que
Masse salariale RH est tout à fait maîtrisée à 1,6%. Je pense qu'il y a pas mal de communes autour de nous en France qui souhaiteraient avoir ce type de croissance. Après, vous rappelez les transferts de compétences. Les transferts de compétences, ils ont été actés dans la CLEC il y a très très longtemps. Ça n'a plus d'incidence aujourd'hui sur un compte administratif 2020. Ce qui s'est passé en 2018, ça s'est passé en 2018. Il n'y a plus de transfert de compétences, donc ça n'a aucun impact sur ce qui s'est passé en 2020. Voilà. Pas d'autres questions, Monsieur Riquel, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire, pour ces précisions. Bien entendu, loin de moi l'idée de remettre en question certaines délibérations sur lesquelles on a voté tous ensemble de manière positive, comme les tickets restaurants, vous évoquez la prime Covid. Non, tout ça est OK. Mais on peut être en désaccord sur certains points et dans la manière dont vous présentez les choses. Et dire plus 1,6% par an, c'est faux, puisque c'est plus 6% depuis 2018. Vous me dites pourquoi vous prenez 2018 en référence. C'est tout simplement parce que c'est comme ça qu'est présenté votre compte administratif. Hein. Vous avez vu, c'est les chiffres qui apparaissent. 2018, c'est pas moi qui suis allé le chercher en 2018, c'est simplement le document de présentation qui l'indique, et je souhaitais rappeler cet élément à l'ensemble des Pradétans et à l'ensemble de nos collègues. Alors évidemment, en 2019, il y a eu un événement, puisqu'il y a eu les élections, et c'est peut-être un peu ça qui peut expliquer certains chiffres, je ne sais pas, à voir. Mais là, les chiffres sont clairs aussi, et ça n'a rien à voir ni avec le Covid, ni avec quoi que ce soit. En 2019, 183 effectifs. En 2020, 197. C'est là aussi dans le tableau que vous nous avez transmis. Et là, on parle bien d'effectifs, on ne parle pas de primes, d'augmentation de la base salariale, ou sur ces points-là, bien entendu, soit on n'a pas d'emprise, soit on est d'accord. Merci. Pas d'autres questions? Non, on va passer donc au vote. Et le vote va être, je vais être obligé de sortir de la salle, parce que c'est ce que prévoit le Code général des collectivités publiques. Et Valérie Galland va faire voter l'ensemble du conseil municipal. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mes chers collègues, on va attendre que Monsieur le maire sorte physiquement. Ah. Voilà. Parfait. Alors, nous allons voter ensemble donc, le compte administratif du budget principal et celui du budget annexe de la régie des transports. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez rentrer. Le compte a été approuvé à l'unanimité. Merci Valérie, et je remercie l'ensemble du conseil municipal d'avoir voté cette délibération de compte administratif à l'unanimité. Vous m'avez aussi beaucoup manqué pendant l'espace de 30 secondes. Alors ensuite, question numéro 3, ça concerne l'affectation des résultats. Monsieur Perratou. L'affectation des résultats. Avec un excédent de fonctionnement de 3 292 et un excédent d'investissement de 204 715, corrigé des restes à réaliser à 12 366 €, il est proposé l'affectation suivante pour le budget principal en recettes. Excédent de fonctionnement capitalisé 500 000 €, excédent de fonctionnement reporté 2 792 €. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette affectation de résultats. Merci. Pas de remarques particulières. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité à nouveau. Je vous remercie pour l'ensemble, pour l'unanimité de cette question. Délibération numéro 4, ça concerne le budget primitif. Donc autant les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'était une photographie de ce qui s'est passé en 2020. Là maintenant, on rentre dans le budget primitif dans 2021, qui est non plus une photographie de ce qui s'est passé, mais de ce qui pourrait se passer. Donc je vous rappelle que le parti pris qui a été pris depuis 2014 par l'ensemble de l'équipe, c'est de minorer les recettes potentielles et de majorer les dépenses potentielles de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises en fin d'année. Donc l'objectif, c'est d'avoir une épargne brute qui est correcte, de manière à pouvoir continuer à investir. Je laisse la parole à M. Perratou qui va développer ce budget primitif 2021. Le budget primitif 2021, équilibré en dépenses et recettes, s'établit comme suit. Section d'investissement, 8 018. La section de fonctionnement, 16 847, soit un total de 24 866. Pour les dépenses de fonctionnement,
Les charges générales sont fixées à 3 250 000 avec la Caisse des écoles. Les charges de personnel s'élèvent à 7,5 millions. Les atténuations de produits pour 1 450 000 avec l'AC à la métropole de 850 000 € et la pénalité SRU de 600 000. Les autres charges de gestion courante à 1 105 000. La dotation aux amortissements s'élève à 1 670 000 et le virement à la section d'investissement à 1 583 000. Pour les recettes de fonctionnement, les produits des services sont à hauteur de 1 053 000, les impôts et taxes à 10 800 000, incluant la compensation de la taxe d'habitation. Les dotations et participations sont à 1 784 000 et le résultat reporté à 2 793 000. Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 6 598 000 et 1 097 000 sont inscrits en reste à réaliser. Les subventions d'équipement s'élèvent à 1 370 000 avec l'AC à la métropole de 500 000 €, 600 000 pour les logements sociaux et 220 000 pour les façades. On a 4 244 € d'immobilisation avec l'école Pagnol à 620 000, l'hôtel de ville 300 000, le budget participatif 250 000, la cuisine centrale à 120 000, la crèche à 100 000, l'achat du foyer logement 720 000 et le terrain à proximité de l'école Pagnol à 420 000. Le remboursement de la dette représente 850 000 €. Pour les recettes d'investissement, on a 455 000 de cession d'immobilisation et 904 000 de reste à réaliser. Le budget annexe de la Régie des transports est de 367 000 € avec 186 000 € d'investissement et 182 000 € de fonctionnement. Il est proposé au Conseil municipal l'adoption des budgets 2021 tels qu'exposés. Merci, M. Perratou. J'en profite pour dire qu'effectivement, l'année 2021 avait été une belle année. On avait réussi à dégager une épargne brute qui était considérable, mais c'était dû à des facteurs qui étaient un peu exceptionnels, ce qui explique aussi que l'année 2021 présente un excédent budgétaire assez important. 2021, c'est une autre histoire, comme vient de le dire M. Perratou. 2021, il y a deux sujets principaux qui vont affecter notre épargne. Un, c'est bien sûr les droits de mutation. On a eu une année 2020 en droits de mutation qui était très très forte. On peut estimer que cette année, on aura 400 ou 500 000 € en moins, en tout cas de manière prudente. On aura peut-être plus, mais en tout cas, c'était une année qui était un petit peu exceptionnelle. Il est fort probable que l'année ne soit pas aussi bonne en 2021. Donc on aura déjà entre 300 et 500 000 € de baisse en fonction des droits de mutation qui nous seront dévolus. Et puis surtout, la pénalité SRU qui aujourd'hui est de l'ordre de 600 000 €. Donc les comptes de la commune vont être aujourd'hui impactés à hauteur de 600 000 € par la pénalité SRU. Il faut savoir que cette pénalité SRU, elle est appliquée directement sur la dotation globale la dotation globale de fonctionnement, qui était de l'ordre de 2,3 millions, 2,4 millions en 2014, qui va passer cette année à 800 000 €. Donc c'est une baisse considérable de 1,6 million à 1,8 million par an. C'est juste énorme. Alors j'ai lu dans le compte-rendu du dernier conseil métropolitain, auquel bien sûr j'ai assisté, que les pénalités pleuvaient sur les communes du Var et pas seulement. Donc effectivement, c'est un des effets des politiques en place aujourd'hui. Je le confirme effectivement, les pénalités sous toute forme pleuvent sur les communes. On est en train de réduire l'autonomie financière des communes à peau de chagrin. Il faut faire avec, on ne va pas se plaindre. On a été élu pour gérer la commune, on continue à gérer la commune, mais c'est vrai que les contraintes financières n'ont jamais été aussi fortes, notamment les contraintes financières imposées par l'État. Ceci étant, on maintient notre objectif de dégager suffisamment d'épargne à la fin de l'année pour pouvoir continuer à investir comme on l'a fait depuis près de 7 ans maintenant. Qui veut prendre la parole? Personne? Bon, Monsieur Richelme. Merci, Monsieur le maire. Lors du précédent conseil municipal, nous avons eu un débat sur la base de votre rapport d'orientation budgétaire pour 2021, durant lequel je vous ai exposé mes points de vue et mes différents désaccords. Je confirme donc aujourd'hui ma position en votant contre votre budget primitif 2021.
Madame Cabot. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, mesdames, messieurs les élus, s'agissant des finances de la commune, notre groupe, représenté par monsieur Cabrera ici présent, étant moi-même indisponible, a siégé lors de la dernière commission Affaires générales et finances du 24 mars dernier. Par son intermédiaire, nous avons posé des questions, pertinentes ou pas, qui n'ont pas toutes été suivies de réponses ou sont restées floues. Mais, dans l'ensemble, les éléments et les documents retournés par mail nous satisfont. Faisant partie du conseil d'administration du CCAS avec M. Bernard Pézery, j'ai remarqué que vous aviez augmenté la subvention de 25 000 €. Vous m'envoyez agréablement surprise. Cela conforte l'action sociale menée conjointement et en concertation entre les élus de la majorité et de l'opposition. Le pôle ressources a été très réactif lors des demandes de documents et nous les remercions pour leurs réponses. Ce qui n'est pas le cas de certains mails envoyés par notre groupe d'élus dans d'autres domaines. Ceci dit, nous ne manquerons pas de solliciter le service finance si nous avons d'autres questions sur le budget 2021 en cours d'année. Madame la directrice générale des services a répondu aux questions de M. Cabrera concernant les affaires juridiques en cours. Malgré cette réponse, qui met en avant la constance des provisions induisant la sécurité en cas de condamnation de la commune, ainsi que la maîtrise des procédures intentées contre la commune, serait-il possible, à l'avenir, de corriger l'annexe 4A4 sur l'état des provisions, afin que celle-ci soit évaluée au plus juste? Pour conclure, je voudrais personnellement mettre en avant les agents du pôle finance, cheville ouvrière, pour la préparation du budget de la commune et du budget annexe Régie des transports. Mais pas que. Les féliciter aussi pour leur travail réalisé au quotidien que l'on retrouve dans les comptes administratifs 2020. Je ne les nommerai pas, mais ils ou elles se reconnaîtront. Merci pour votre écoute. Merci Madame Cabot. Écoutez, je pense que l'ensemble du conseil municipal peut s'associer à votre propos concernant nos fonctionnaires de façon générale. Je pense qu'on peut associer tous les fonctionnaires à l'action municipale parce que le service public est rendu effectivement par l'ensemble de nos agents. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un conseil qui est axé sur les aspects budgétaires. Donc effectivement, le pôle ressources dans son intégralité et au-delà de ça, le pôle finance, bien sûr, RH, a travaillé sur les budgets avec la DGS, avec le cabinet, avec les élus, tous les élus, parce qu'en fait, ce sont des budgets, pour le coup, participatifs à l'intérieur de la majorité. Mais c'est vrai que c'est la façon dont on construit les budgets aujourd'hui sont des budgets où chaque délégué, chaque élu, chaque fonctionnaire donne son avis. C'est un budget sur lequel c'est un budget qui est co-construit et sur lequel effectivement c'est une période un petit peu difficile le premier trimestre pour l'ensemble des agents qui sont au pôle ressources parce qu'ils doivent donner beaucoup pour produire ces documents. On se doit aussi de vous donner beaucoup de transparence, hein, vous l'avez évoqué vous-même, on a répondu autant qu'on pouvait à toutes les questions que vous avez posées, on a mis en place des commissions. Écoutez, on avait dit en début de mandat qu'on serait présent au niveau de la concertation, au niveau de l'écoute, je crois que vous venez de démontrer qu'on l'était, et vos propos me font extrêmement plaisir. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Alors, qui est contre? Qui est contre une voix? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous allons maintenant, alors il faut voter les deux budgets, hein, donc on va voter il y a le budget primitif et le budget des transports, c'est parfait, on vote les deux en même temps. Alors ensuite, nous allons passer à l'adoption des taux des taxes directes. Alors, on va passer un petit peu de temps sur cette délibération. Alors avant de passer à cette délibération, j'ai oublié de vous demander quelque chose. On a eu une réponse qu'on attendait de la part du conseil régional concernant une délibération sur une possibilité d'obtenir une subvention. Donc, on vous a remis une délibération sur table qu'on vous a envoyée par email ce matin. Donc, je voulais demander votre accord pour qu'on puisse la voter tout à l'heure. Alors, à moins qu'il y ait une objection, vous êtes tous d'accord. Donc, nous voterons ces délibérations tout à l'heure. J'aurais dû le faire en début de conseil, j'avais omis de vous le demander. Mais si vous êtes tous d'accord, nous voterons donc ces délibérations tout à l'heure. Monsieur Cabrera, vous vouliez prendre la parole peut-être? Vous ne m'avez pas vu, mais c'est pas grave. Du coup, vous voulez la main pour voter pour le budget? C'est pas grave. Non, je votais pas contre du tout. Madame Cabot. Juste pour rappeler donc, que j'ai envoyé un mail donc, pour les restes à réaliser. Hier à 20h, tout à fait, on a pris connaissance. Voilà, parce que je travaillais le dimanche quand même. Donc voilà, j'espère que j'aurai la réponse pour la transmettre à mes collègues donc, du groupe. Hein, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, c'est juste pour avoir des renseignements. Voilà. Madame Cabot.
Oui. Vous ne pouvez pas nous refaire le reproche en ayant envoyé un email hier à 20h de ne pas avoir répondu aujourd'hui à 14h. Ah non, pas du tout. Non, J'espère non, non. pas. Non, non, non. Même Je si sais les très bien que services c'est un sont peu court. très... hein, voilà. Je sais que c'est un peu court, je reconnais. On est très rapide, mais pas à ce point-là. Alors donc, on va passer à l'adoption des taux des taxes directes pour 2021. Donc on va passer un petit moment sur ce sujet. La taxe, la décision, le gouvernement a pris la décision de supprimer la taxe d'habitation et de compenser intégralement les communes. On s'est posé la question de la façon dont ça allait se passer. Nous avons maintenant la réponse. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incompréhension, tout est mis dans la délibération, mais je répète, les taxes foncières ne bougent pas. Donc la taxe foncière du taux de la commune 27,48 ne bouge pas. La taxe foncière sur les propriétés non bâties ne bouge pas. Ensuite, pour compenser la taxe d'habitation, le parti pris qui a été pris par le gouvernement, c'est de demander au département d'abandonner le produit de la taxe foncière aux communes. Et donc de compenser les départements par reversement de la TVA. On parle quand même de 23 milliards, la plaisanterie, ça coûte quand même 23 milliards d'euros. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, le taux foncier du département, il est à 15,49 sur l'ensemble du Var, parce que c'est un taux départemental. Il se trouve qu'il y a, si on prenait ce calcul tel qu'il est brut, ce taux de 15,49 pourrait avantager les communes qui ont des valeurs locatives fortes et désavantager les communes qui ont des valeurs locatives faibles. Donc il y a un coefficient correcteur qui est appliqué par la DGFiP, par la Direction générale des finances publiques, et qui consiste à neutraliser les surplus, les moins-values ou les plus-values. Et en fait, le coefficient correcteur consiste en fait à appliquer ce coefficient sur le produit de la taxe foncière du département, de manière à ce que la commune, quelle que soit la commune, récupère exactement via cette taxe foncière le montant qu'ils avaient via la taxe d'habitation. Donc, sur ce taux du département, il y a un coefficient correcteur qui est appliqué et on ne touche pas un euro, ni de moins, ni de plus, pour l'instant en tout cas. Donc ça nous met en fait à un taux proposé de 42,97 et donc de 82,97 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, et le taux est inchangé pour les propriétés non bâties. Côté taxe foncière, c'est totalement neutre pour le contribuable, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retrouver à payer plus de taxes foncières. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir une taxe foncière communale, une taxe foncière département, il y aura juste une seule taxe foncière. On ne sait pas trop comment ça va être présenté dans les feuilles d'impôt, mais le résultat, il est là. Il y a une neutralité complète pour la commune, a priori, en tout cas, on verra ce que ça donne dans le temps, mais a priori, c'est une neutralité complète. Et ensuite, vis-à-vis de la présentation qui sera faite des feuilles d'impôt, on ne sait pas trop comment ça va être présenté. Concernant la taxe d'habitation, elle a bien été supprimée pour à peu près 73% de la population pradétane. Il y a encore, pour les 27% restants, il y a 25% qui vont être déduits cette année, 50% je crois l'année prochaine, et le solde en 2023. Donc c'est toujours d'actualité de supprimer complètement la taxe d'habitation pour l'ensemble des administrés. Là encore, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, la suppression totale pour l'ensemble des administrés hors résidence secondaire est toujours prévue pour 2023. Le résumé de tout ça, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir d'incidence sur les communes, sur les finances locales. On devrait notamment continuer à bénéficier de l'accroissement de la valeur locative tous les ans qui vont être appliqués sur ces taux départementaux. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser une question sur ces issues. En tout cas, l'idée, c'est que grâce à notre bonne gestion depuis 2014, quand on voit ce qui se passe dans pas mal de communes qui nous entourent, elles sont soumises exactement aux mêmes contraintes que nous, baisse de DGF, pénalité SRU, des crocs en jambes dans tous les sens. Le résultat de beaucoup de communes, elles ont été obligées d'augmenter leur taux. Et oui, c'est arrivé, vous l'avez lu dans le journal, je ne vais pas les citer, des communes autour de nous, mais pas seulement, dans la métropole et dans le Var. Et en France, il y a un certain nombre de communes, je dirais la grande majorité des communes, ont été obligées, on ne peut pas leur en vouloir, ont été obligées d'augmenter leur taux pour faire face aux nouvelles mesures, faire face aux nouvelles demandes, notamment du gouvernement, faire face à la difficulté de la situation financière par rapport au Covid notamment. Grâce à notre bonne gestion, on fait partie des rares communes qui n'ont pas l'obligation à ce stade d'augmenter les taux. On fait tout pour continuer dans ce sens-là, malgré la pénalité SRU, malgré les baisses de dotation globale de fonctionnement, et puis malgré tous les projets et tous les investissements qu'on continue à faire. Je pense notamment à l'école Marcel Pagnol, sur laquelle on va investir plus de 10 millions d'euros dans les années qui viennent. Malgré tout ça, on continue à investir pour notre commune et nous sommes capables, grâce à notre bonne gestion que nous allons maintenir et qui ont été démontrées tout à l'heure avec l'adoption des comptes administratifs et des budgets, continuer à bien gérer notre commune pour tenter au maximum de ne pas augmenter les taux comme certaines communes ont été obligées de le faire autour de nous et partout en France.
Des questions sur cette délibération numéro 5? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Unanimité à nouveau. Je vous remercie. Délibération numéro 6. Alors, il s'agit maintenant de fixer les modalités des tarifs concernant l'occupation du domaine public. Donc cette délibération, elle ne consiste pas à fixer les prix, elle consiste simplement à délibérer sur les méthodes de calcul. Donc comme ça s'est fait sous les précédents mandats et comme ça se fait maintenant, on prend une délibération pour indiquer de quelle façon on va prendre, de quelle façon le maire va prendre une décision, donc un arrêté municipal pour fixer les prix et les prix de l'occupation du domaine public. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est effectivement par rapport à chacune des catégories qui sont énoncées, de fixer les taux au mètre linéaire, essentiellement, soit à la place, à la journée, et sinon au mètre linéaire par jour. Donc il y a des méthodes de calcul qui sont différentes. C'est ce qu'on vous demande d'adopter aujourd'hui. Ça peut être aussi au mètre carré par jour ou à la journée. Donc vous voyez, il y a plusieurs méthodes de calcul. L'idée, ça a été en fait de s'aligner sur ce qui se fait dans pas mal de communes dans la métropole et d'arriver à une équité de traitement par rapport à tous les gens qui occupent le domaine public. Voilà. Derrière, il y aura une décision du maire qui sera prise, qui consistera à fixer les tarifs pour chacune de ces catégories. Avez-vous des questions sur cette délibération numéro 6? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7. La parole est à Thomas Michel. Ça concerne le marché hebdomadaire des producteurs et artisans locaux. Et donc, Thomas me demande de la présenter. Je vais le faire avec un grand plaisir. Donc, vous savez qu'on a créé un marché sur le... Ah, il prend la parole, il a trouvé son micro. Allez-y, monsieur Michel. Alors, la synthèse numéro 7. Marché hebdomadaire des producteurs et artisans locaux. Donc, la commune du Pradet a souhaité créer un nouveau marché hebdomadaire sur le parvis de l'Office du tourisme pour répondre à une demande de la population, mais aussi à un souhait d'artisans et de producteurs locaux. La crise sanitaire que nous traversons, le retour des consommateurs vers la consommation et la production locale et les circuits courts, la promotion de l'agriculture locale sont autant de raisons qui justifient ce choix de la municipalité. Ce marché se tiendra le mardi en collaboration avec la Chambre d'agriculture et le samedi maintenant, matin, de 7h30 à 13h, avec la possibilité d'accueillir également des artisans producteurs locaux chaque semaine. Vu le Code général des collectivités territoriales qui déclare le conseil municipal compétent pour décider de la création et l'organisation d'un marché communal, considérant qu'il y a lieu de confirmer le maintien du marché des producteurs du mardi matin et de proposer de l'étendre aux artisans locaux le samedi matin. Considérant que les organisations professionnelles ont été consultées sur ce projet, Chambre d'agriculture et SNPS, il est proposé au conseil municipal de confirmer l'existence du marché des producteurs le mardi matin, d'autoriser la création d'un nouveau marché hebdomadaire le samedi matin, ouvert également aux artisans locaux, d'autoriser Monsieur le maire à définir par arrêté les modalités d'organisation des marchés et du contenu des règlements intérieurs y afférents, ainsi que de prendre toutes mesures utiles pour leur fonctionnement. Merci. Donc effectivement, soit on peut considérer que c'est un nouveau marché ou une extension du marché qui se passait le mardi matin. L'idée, c'est de continuer à rendre de l'attractivité au centre-ville, dynamiser le centre-ville. Et la première édition, je crois que Mme Martine Cabot va vouloir prendre la parole, et je crois qu'elle était elle-même présente, et elle appréciait d'y être présente. Madame Cabot, je vous écoute. Maire. Oui, donc nous étions présents samedi matin, c'était très agréable, très ensoleillé. Bon, par contre, deux petites questions. Avez-vous pensé, dans vos études, à déplacer le marché sur le côté ouest du Pradet, non sur la place, ou à la Garonne, par exemple? Et deuxième question, est-ce que vous avez des critères pour les producteurs et artisans locaux? Est-ce qu'ils doivent être spécialement du Pradet, des alentours, du Var, d'ailleurs? Voilà. Ce sont mes deux questions. Merci de votre question. D'ailleurs, ce sont des bonnes questions. Il y a deux questions, en fait. C'est l'endroit et ensuite le type de producteur. On n'a pas assez de producteurs au Pradet pour pouvoir faire un marché le samedi matin. Si on se contentait des producteurs du Pradet, je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire un marché tous les mardis ou tous les samedis. Donc l'idée, c'est d'étendre ce marché de producteurs, mais enfin, on n'étend pas très loin au final. Ça restera dans le Var de toute façon, a priori,
Après, on avait, je ne vais pas les citer, mais on avait des gens qui venaient de Carqueiranne, de l'Accro. On peut estimer que ça reste dans la métropole et un petit peu au-delà. Si par exemple un producteur de figues voulait venir vendre ses figues à la saison des figues, je pense qu'on serait tous contents de les avoir. Je pense qu'il faut être pragmatique dans ce domaine comme dans d'autres. On veut un marché qui renforce l'attractivité du centre-ville. Donc, pour que le marché fonctionne, il faut que ce soit un marché qui soit axé sur des produits de qualité. Donc, les produits de qualité, ils sont saisonniers par définition. Donc, les figues, c'est la saison des figues. Donc, je pense que s'il y avait un producteur de figues qui se proposait de venir les samedis où il y a des figues, bon, il serait bienvenu. Si quelqu'un veut venir vendre des truffes d'Ops, on sera content d'accueillir. Donc on va être pragmatique sur ce sujet comme sur d'autres et on va voir comment ce marché se déroule. En tout cas, la première édition était un beau succès. Tous les gens, tous les stands qui étaient présents veulent revenir samedi prochain. Alors après, ils ont aussi des contraintes parce qu'ils sont parfois présents sur d'autres marchés. Mais en fait, l'idée, c'est de les garder, de maintenir le cap sur la qualité des produits, de faire du produit local. Local, on peut estimer que tant que ça reste dans le Var, c'est local. Alors c'est mieux s'ils étaient des producteurs du Pradais, mais enfin ils étaient là quand même. On avait le miel, on avait les escargots, on avait nos maraîchers, on avait un petit peu de monde. Il faut qu'on arrive à rendre le marché suffisamment attrayant et attractif pour que les gens viennent. Et pour que les gens viennent, il faut aussi élargir l'offre. Enfin, on n'aura pas de produit made in China. L'idée, c'est quand même de rester sur du produit local. Concernant la localisation du marché, c'est le grand débat. Est-ce qu'on doit le mettre ailleurs? Est-ce qu'on ne doit pas le mettre ailleurs? On a essayé de faire pendant 6 ans de faire des opérations ailleurs que sur la place. Bon, force est de constater que quand on fait quelque chose sur la place, ça marche bien. C'est plus facile au niveau de la logistique. Donc ça n'empêche pas de se poser la question de le faire à la Garonne ou de le faire ailleurs. Mais c'est pareil, il faut faire nous, on veut faire des choses qui marchent. Donc on fait des choses qui marchent. On fera certainement une expérimentation le jour où, vous savez qu'on est en train d'aménager cette partie ouest du Pradais avec l'ancienne police municipale. Donc si à un moment il y a suffisamment d'espace pour faire un marché là-bas, on le fera. Mais il faut que ça fonctionne, parce que si c'est pour juste déplacer le marché, mais que ça ne fonctionne pas, personne n'a envie de le faire, ni vous ni moi d'ailleurs. Donc on veut faire quelque chose qui marche. Aujourd'hui, l'emplacement qui a été choisi, c'est un emplacement où il y a le carrousel, il y avait un marchand de chocolat, il y avait les enfants qui étaient dans le parc. Je pense que ça a plutôt pas mal fonctionné. S'il y a une opportunité à un moment pour le déplacer, on le fera, mais ce n'est pas gagné. Je pense qu'aussi, il faut avoir en tête, vous parliez de la Garonne. La Garonne a d'autres atouts. On pourrait dire aussi pourquoi on ne met pas le glacier en centre-ville. Je pense que le glacier il est à sa place en bord de mer. Donc je pense que chaque quartier a ses spécificités, chaque quartier a un rôle à jouer dans la commune, une spécificité qui lui est propre et qu'il faut respecter. Au port des Oursinières aussi, je pense qu'il y a une spécificité du port des Oursinières. Il y a justement pour le coup un commerçant pradétan qui va installer un restaurant de qualité. Je pense que ça va être d'embellir le quartier, de lui redonner de l'attractivité. On a réussi à redonner de l'attractivité au centre-ville, on veut continuer. Le quartier ouest, la meilleure façon de répondre à l'attractivité du côté de l'entrée ouest du Pradais, c'est de l'embellir. C'est pas très joli. On a embelli le Montcalm, on a embelli Berlioz, on a embelli sur le précédent mandat un certain nombre de choses. Le HAP, c'est le quartier sur lequel il y a beaucoup de travail à faire sur le mandat qui vient. On s'y emploie, on travaille sur le sujet. Je pense que la première priorité, c'est pas de savoir si on va y mettre un marché, c'est surtout de commencer par le restructurer et de le rendre joli. Je pense que tout ce petit quartier-là, pas de commentaires spéciaux à faire sur le contrôle technique, ils sont encore en activité, mais enfin, on voit bien que ces bâtiments-là, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus joli dans la commune. Notre priorité, c'est aujourd'hui d'améliorer cette entrée de ville esthétiquement, de l'embellir, comme on l'a fait pour l'ensemble de la commune. L'opération façade se termine. D'ailleurs, vous avez vu que chez Bastonero, là, ils sont en train de refaire toute leur façade. Le Marie va être refait aussi en juin, ou en tout cas cet été. Donc on a vraiment cette logique d'embellir la commune. Et l'embellissement de la commune, c'est notre priorité. Ça passera par la requalification de l'entrée ouest du Pradais, sur laquelle on travaille en ce moment. Merci, monsieur le maire. Juste une petite question. Ce sont bien des producteurs et non pas des revendeurs pour le marché? Ce sont des producteurs. Voilà. Alors après, oui, pour être tout à fait dans le détail du détail, il y avait un ou deux producteurs qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient sur leur champ. Et donc, il y a un producteur qui a été OK pour revendre des produits d'un autre producteur. Mais ça, c'est différent. Là, on est un petit peu à la marge de la marge. Le principal, c'est que ce marché soit attractif, que ça reste du produit qualitatif, et ce qui est le cas. Je remercie votre intervention. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Et je vous remercie à nouveau pour cette unanimité. Question numéro 8, c'est la fameuse convention Tétra, Jean-François Plane. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, donc ça concerne
Le renouvellement de la convention financière avec la métropole Toulon-Provence pour le réseau TETRA. Alors, pour les besoins de leurs services opérationnels, la métropole TPM et la ville de Toulon ont mis en place un réseau de radiocommunication TETRA mutualisé sur le territoire de la métropole TPM. L'infrastructure de ce réseau composé de points hauts sur le territoire est opérationnelle. Cette infrastructure mutualisée est mise à disposition et utilisée par les communes de la métropole. Afin d'en assurer l'extension, la supervision, la maintenance de ce réseau TETRA, une consultation a été lancée en groupement de commandes entre la métropole TPM et les communes de Toulon, La Seigne-sur-Mer, Sifour-les-Plages, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Valette du Var, Hyères-les-Palmiers, Le Pradé, Carqueiranne, Oyoul, La Garde et La Crau. Donc ce groupement de commandes permet de mutualiser tout un tas de choses, je vous en passe le détail que vous l'avez certainement bien lu. Chaque collectivité membre du groupement exécute son marché à bon de commande avec la société titulaire du marché. Le marché concerne les fournitures et les prestations qui vous sont citées également dans la note. La métropole TPM et la ville de Toulon, en tant que fondateurs et propriétaires du réseau TETRA, sont désignés comme administrateurs techniques pour le bon fonctionnement et l'évolution du réseau sur la partie qui leur appartient. Administrateur technique désigne indifféremment la métropole TPM ou la ville de Toulon. Pour assurer le fonctionnement du réseau de radiocommunication TETRA, il est nécessaire d'utiliser des fréquences radio. Pour les faisceaux hertziens reliant les points hauts de l'infrastructure et pour la couverture TETRA couvrant le territoire. Les attributions de fréquences donnent lieu à des redevances annuelles et ces redevances, elles sont dues à l'ARCEP, c'est-à-dire à l'autorité de régulation des communications électroniques et les postes, pour les attributions des fréquences relatives aux faisceaux, à l'ANF, l'Agence nationale des fréquences, pour les fréquences de radiocommunication TETRA. Par commodité, il a été convenu que la métropole TPM prend en charge le paiement de ces redevances pour le compte de chacune des parties. Les parties se sont rapprochées pour envisager le remboursement des sommes ainsi avancées par la métropole TPM. La présente convention annexée a pour objet de déterminer les modalités de remboursement à la métropole TPM par les parties à la présente convention des redevances ARCEP et ANF. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée et tout acte subséquent en permettant l'exécution. Merci. Pas de questions, j'imagine. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité? Je vous remercie. Monsieur Jean-François Plane pour la question 9. Il s'agit maintenant des OLD, le fameux sujet des OLD. Donc nous passons à la convention avec l'Office national des forêts pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan communal de gestion des obligations légales de débroussaillement. Les obligations légales de débroussaillement sont régies par le Code forestier. Leurs modalités d'application trouvent leur déclinaison localement par le biais d'arrêtés préfectoraux. Dans le département du Var, c'est l'arrêté du 30 mars 2015 qui détaille les principes d'un débroussaillement conforme à la réglementation en vigueur. Le maire a pour obligation de veiller au bon respect de ces règles sur son territoire. La commune du Pradé compte près de 80% de son territoire qui est situé en zone d'application de la réglementation des FCI, c'est-à-dire défense des forêts contre l'incendie. Elle dispose par ailleurs de nombreux sites naturels sur lesquels une variété d'enjeux convergent, notamment ceux liés à la sécurité publique et à la préservation des massifs forestiers. C'est pourquoi elle est investie depuis de nombreuses années dans le respect des OLD sur son territoire.
Elle a mis en place des actions de sensibilisation et de contrôle auprès des administrés, et ce, avec l'appui de l'Office national des forêts. Toutefois, et malgré tous les moyens mis en œuvre depuis plus d'une dizaine d'années, il apparaît aujourd'hui nécessaire et indispensable de faire évoluer les outils de suivi et de gestion des OLD afin de rendre l'action communale plus efficace et plus performante. C'est donc dans ce contexte particulier que la commune a décidé de développer sa stratégie procédant à l'élaboration d'un plan communal de gestion des OLD et à sa mise en œuvre. Afin de mener à bien cette action, la commune souhaite conclure un partenariat avec l'auteur le plus à même de pouvoir assurer l'ensemble des étapes et actions relatives à cette opération. C'est pourquoi elle se tourne à nouveau vers l'ONF, qui est l'établissement public spécialisé dans le traitement de ces sujets particulièrement complexes. En effet, il bénéficie d'une expertise pluridisciplinaire tant au niveau des risques incendies que des travaux forestiers ou de la préservation des écosystèmes. Ces agents sont par ailleurs assermentés, ce qui est indispensable à l'accomplissement de ces missions. La mission qui sera confiée à l'ONF dans le cadre de cette convention se déroulera en 2 phases. La phase 1 concernera l'élaboration du plan communal de gestion des OLD. Ce sera l'assistance technique pour l'élaboration d'une cartographie des OLD de la commune, la planification et la priorisation de la mise en œuvre des OLD et la définition d'une stratégie de mise en œuvre. La phase 2 sera la mise en œuvre du plan communal de gestion des OLD et l'accompagnement de la commune pour organiser des réunions d'information pour le public, pour la rédaction des courriers aux administrés, pour la formation des agents communaux en charge des visites OLD, dans le cadre des tournées de contrôle de débroussaillement. La convention sera conclue pour une durée de 6 ans. Le coût de réalisation de la phase 1 est de 14 900 € hors taxe. Le coût de la phase 2 sera déterminé avec précision à l'issue de la phase 1. Enfin, il est à noter qu'un dispositif régional a été développé par la région Sud-PACA, dont l'objectif est d'accompagner financièrement les communes qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche et être accompagnées par un appui technique adapté. Une prise en charge à hauteur de 50% du coût total hors taxe de cette opération est prévue par la région. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre l'ONF et la ville du Pradé pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan communal de gestion des OLD, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et enfin d'autoriser Monsieur le maire à solliciter la région pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 7 450 € qui correspond à 50% du montant hors taxe de la phase 1. Merci. Des questions sur cette convention, Monsieur Pézry? Oui, merci. Oui, j'avais 2 questions, voire 3. La première, donc, vous parlez d'une cartographie des OLD. Quelle est la différence avec le périmètre des FCI qui a été décrété par la préfecture? Est-ce que c'est une question de finesse au niveau des parcelles ou est-ce que c'est un périmètre différent? La deuxième, je note que vous avancez que les travaux se feront avec un équilibre entre les travaux forestiers et la préservation des écosystèmes. Donc je trouve que c'est important parce que dans certaines communes, l'intervention de certains partenaires, voire de l'ONF, ont amené à couper des arbres pour respecter la réglementation et en mettant en mal les écosystèmes. Donc je pense que c'est important d'avoir ce compromis-là. Et troisièmement, donc,
est-ce qu'il y a un travail de collaboration qui est prévu avec le service environnement de TPM, puisqu'ils sont quand même en gestion sur pas mal de nos massifs. On va voir un petit peu la relation qu'il va y avoir à ce niveau-là, justement, pour traiter le problème. Merci. Oui, alors tout à fait. En ce qui concerne la zone DFCI, c'est une zone qui est effectivement déterminée par un arrêté préfectoral. C'est une zone, c'est-à-dire qu'elle comprend des zones qui ne sont pas forcément à traiter. Et en ce qui concerne donc les OLD, c'est en définitive des zones que les particuliers qui se retrouvent confrontés au massif, donc qui ne sont pas forcément propriétaires d'ailleurs évidemment des terrains, sont obligés de mettre en conformité OLD. Alors, c'est un petit peu complexe parce que c'est des grands ronds qu'on est obligé de faire par rapport aux propriétés. Alors après, en fonction des propriétés, une propriété peut être considérée comme un mur, comme un parking. Enfin, techniquement, si vous voulez, on peut s'y pencher dessus ensemble. Mais si vous voulez, ce n'est pas l'ensemble de la zone des FCI qui est à traiter OLD. C'est simplement des zones qui sont en bordure de massifs et à côté des habitations. C'est surtout pour protéger, en définitive, les habitations des feux de forêt. Après, en ce qui concerne effectivement l'écosystème, vous avez tout à fait raison, on est très sensible, nous, vous le savez, au niveau de la commune, à tout ce qui concerne l'écosystème. Et on travaille conjointement avec la métropole et les services de la métropole. Nous avons en ce moment une réunion qui devrait se tenir d'ici peu, avec d'abord les propriétaires majoritaires, c'est-à-dire le conservatoire, et la métropole qui est gestionnaire la plupart du temps des sites, de manière à éviter de faire des coupes un petit peu trop strictes et permettre éventuellement donc à conserver une forêt un petit peu plus sympathique. Voilà, merci. Merci. Pas d'autres questions. Je vous propose donc de passer au vote. C'est vrai que c'est un sujet important, parfois bien perçu, parfois mal perçu des riverains qui sont directement limitrophes des obligations de débroussaillement, mais c'est une nécessité pour préserver des risques incendies. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Question numéro 10, 11 et 12, ce sont des questions qui ont trait à la culture. On commence avec la question numéro 10. Ça concerne une demande de soutien exceptionnel auprès de la DRAC PACA au titre de l'année 2020 pour l'acquisition d'imprimés pour la bibliothèque municipale. Les imprimés sont bien sûr des livres. On appelle ça les imprimés. Bérénice. Tous et tous. Donc il s'agit d'une demande de soutien exceptionnel auprès de la DRAC PACA au titre de l'année 2021 pour l'acquisition d'imprimés pour la bibliothèque municipale. Il s'agit d'augmenter le fonds documentaire adulte sur certains secteurs, histoire, géographie et sciences. Cette subvention engage la mairie auprès des libraires indépendants et la région abonde de 50% cette somme. Cette somme est placée en investissement et s'inscrit dans le projet culturel, scientifique, éducatif et social qui vous sera proposé ultérieurement au conseil municipal. Donc la commune souhaite donc mettre à profit cette aide pour compléter le fonds documentaire de sa bibliothèque, aussi bien en augmentant sa surface linéaire qu'en renforçant certains secteurs documentaires, comme je l'ai exprimé auparavant. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune du Pradé souhaite se porter acquéreur d'ouvrages nouveaux, ayant pour objet de compléter le fonds documentaire de sa bibliothèque municipale, considérant que la commune sollicitera le soutien exceptionnel de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc DRAC PACA, au titre de ces acquisitions et approuvera l'acte d'engagement de respecter les conditions de subventionnement régional. Considérant que le coût global de l'opération sera d'environ 9 000 €, l'opération sera financée sur une modalité suivante. Autofinancement 66%, soit 6 000 €, et la DRAC 33%, soit 3 000 €. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à procéder à l'acquisition d'imprimés pour un montant maximum de 9 000 € hors taxe, à solliciter la participation financière de la DRAC PACA à hauteur de 33%, soit 3 000 €, à signer toutes les pièces nécessaires et à prendre tous les actes subséquents utiles à la mise en œuvre de ces achats. Merci. Des questions? Non. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est
pour. Je vous remercie d'avoir voté à l'unanimité cette délibération. Question numéro 11, c'est la candidature de la commune du Pradet, un appel à projet consistant au financement de l'emploi de conseillers numériques. Bérénice Bonal. Oui, merci. Donc, c'est une candidature de la commune du Pradet, un appel à projet permettant le financement d'un emploi de conseiller numérique. Donc, il s'agit ici de répondre à un appel à projet. 4000 conseillers vont être financés sur le plan national. Si notre dossier est accepté, nous aurions 3 mois pour le recruter et en fonction de ses compétences, il passerait 20 mois à la médiathèque. Cet emploi n'a pas vocation à création de postes ni à être pérenne. Donc, au vu de la circulaire en date du 21 janvier 2021, relative à la mise en œuvre du projet Inclusion numérique du plan de relance, la commune s'est portée candidate à l'appel à projet organisé par l'État. Ce projet vise à financer pendant 1 an des emplois de conseillers numériques qui auront pour objectif de former les usagers au numérique. Les missions envisagées sont les suivantes: formation des personnes aux usages de base d'un ordinateur, smartphone, navigation, sur Internet base du traitement de texte, envoyer, rédiger des mails, mettre des pièces jointes, avoir les bases pour pouvoir réaliser des démarches administratives en ligne de manière autonome, CAF, Pôle emploi, État civil, etc. Et également comment protéger ses données personnelles. L'agence sera positionnée dans le pôle culturel du Pradet. La candidature de la commune est encore à l'étude, mais en prévision d'un éventuel accord de l'État, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant de mettre en œuvre ce projet Inclusion numérique de plan de relance et visant au recrutement d'un conseiller numérique pour 1 an, dont la rémunération sera totalement remboursée par l'État. Merci. Pas de questions sur cette délibération. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 12. Il s'agit d'une convention d'occupation de locaux concernant un piano. Merci. Oui, alors c'est la convention d'occupation de locaux municipaux et autorisation de remisage d'un piano Carqueux à l'Espace des Arts, le Pradet, au bénéfice de la métropole TPM pour son conservatoire. Donc il s'agit d'un piano appartenant au conservatoire. L'utilisation à l'Espace des Arts est très variable et dépend des fiches techniques des spectacles de la programmation culturelle, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par an. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Ça n'avait juste pas fini. Oh, pardon, Bérénice, allez-y. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la volonté de remisage d'un piano Carqueux appartenant à la métropole TPM, afin de maintenir les activités du conservatoire sur le site de Pradet, il demandait au conseil municipal d'adopter la convention ci-jointe et d'autoriser monsieur le maire à la signer. C'est donc bien fini. Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 13. Cela concerne 13 et 14, et 15, mais on passe au sport. Ça concerne, pour la délibération numéro 13, ça concerne une subvention d'investissement à destination du club nautique du Pradet. Bonjour à tous. Le micro marche. Oui. Donc, conformément à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens signée avec le CNPG, la commune s'engage à accorder une subvention d'investissement tous les 2 ans dans la limite de 5 000 € au club afin qu'il puisse renouveler une partie de son matériel. Donc, en effet, cette association accompagne la municipalité lors d'actions tout au long de l'année et met à sa disposition le matériel nécessaire, notamment pour les scolaires. Cette année, cette aide leur servira à remplacer un Zodiac. Cette mesure s'inscrit en complément des subventions de fonctionnement attribuées aux associations annuellement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention d'objectifs et de moyens du CNPG validée lors du conseil municipal du 14 décembre 2020, il est ainsi proposé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser monsieur le maire à procéder à l'attribution de cette subvention d'investissement pour un montant de 5 000 € sur présentation de la facture acquittée et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à cette mise en œuvre. Merci. Des questions sur cette délibération? Pas de questions. Le vote, donc, contre, abstention, pour, unanimité. Je vous remercie. Question numéro 14. On continue avec les subventions. Alors, c'est une demande de subvention auprès du conseil départemental et métropole Toulon-Provence-Méditerranée dans le cadre du projet de rénovation du stade synthétique de rugby. Donc, suite au test réalisé en mai 2020 par un bureau d'études spécialisé pour le terrain synthétique de rugby, il a été détecté des problèmes de planéité et une vétusté du revêtement,
ne permettant plus de répondre aux normes de la World Rugby. Donc, la commune souhaite donc procéder à la rénovation complète de ce terrain. Pour aider la commune dans ce projet, les demandes d'aide à la métropole TPM dans le cadre du fonds de concours et au département doivent être déposées. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la décision du 20 décembre portant sur la demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux à hauteur de 30%, considérant que la commune souhaite rénover son stade synthétique de rugby, considérant que la commune poursuit sa recherche de cofinancement pour cette opération, notamment auprès du conseil départemental et de la métropole TPM, considérant le coût global de l'opération de 795 000 € hors taxes, l'opération sera financée selon les modalités suivantes: un autofinancement à hauteur de 159 000 € hors taxes, l'État à hauteur de 238 500 € hors taxes, le conseil départemental à hauteur de 198 700 € hors taxes, la métropole TPM à hauteur de 119 250 € hors taxes, la Fédé de rugby à hauteur de 79 500 € hors taxes. Il est ainsi proposé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser Monsieur le maire à solliciter le conseil départemental à hauteur de 198 750 €, à solliciter la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à hauteur de 119 250 €, à signer toutes les pièces nécessaires et à prendre tous les actes subséquents utiles à la demande de subvention. Merci. Merci Agnès. Oui, effectivement, le sport, c'est une valeur dont on partage tous les valeurs. C'est important pour nous d'avoir des clubs, un tissu associatif extrêmement dynamique sur la commune. Donc on poursuit bien sûr notre investissement en faveur des associations, en particulier des clubs qui sont présents sur la commune. Et ça démontre aussi notre volonté de bien gérer la commune en faisant appel autant que possible au financement croisé. Tout seul, on ne pourrait pas faire grand-chose. Heureusement que nous avons nos partenaires. Alors, bien sûr, l'État, en l'occurrence, on espère que l'État sera au rendez-vous. Ils nous prennent 600 000 € par an de PNITSRU. On espère qu'ils vont nous rendre un petit peu pour mettre en place des infrastructures sur le Pradec, que ce soit le synthétique de rugby, notre école Pagnol. On compte bien sûr sur l'État pour nous redonner un petit peu de la main droite, ce qui nous prête de la main gauche. Ensuite, le département, toujours présent à nos côtés. La métropole TPM, bien sûr, partenaire incontournable, on fait partie de la métropole d'ailleurs, et puis la fédération de rugby qui, on le souhaite, sera présente à nos côtés, notamment dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un petit peu de budget en vue des Jeux Olympiques, mais on est là pour les aider à le dépenser. Voilà, je propose de passer au vote. Qui est contre? À Monsieur Riquelme, une question, allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Oui, une question relative à ce dossier. Dans la section d'investissement du budget qui nous a été présenté pour 2021, on n'a pas d'informations sur ce projet, mais peut-être parce qu'il se réalisera plus tard ou que les études ne seront pas encore réalisées en 2021, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, au dernier conseil municipal, il y a eu une décision qui nous a été communiquée concernant une opération stade synthétique et construction d'une tribune pour justement cette même opération avec des montants. Et aujourd'hui, vous nous demandez de voter sur un plan de financement différent. Je voulais savoir pour quelles raisons il y avait cette nuance. Est-ce que, entre-temps, depuis le dernier conseil municipal de février, vous avez abandonné l'idée peut-être d'une tribune ou pas, ou il y a peut-être une autre orientation? Toujours est-il que la dernière fois, c'était un projet sur une enveloppe financière d'1,1 million. Aujourd'hui, c'est sur une enveloppe financière de 795 000 €. Et la deuxième question est relative au partenariat, justement, car je vois que l'État a été sollicité à hauteur de 330 000 € et maintenant à hauteur de 238 000 €. Et de la même manière, pour nos autres partenaires, il y a des différences. Donc voilà, je voulais essayer de comprendre. Alors oui, effectivement, sur la partie tribune, c'est pas impossible qu'on ne puisse pas la faire parce qu'on est notamment en zone rouge. Donc on a eu quelques alertes des ST nous disant qu'installer une tribune en zone rouge, ça risquait d'être très compliqué. Et nous avons souhaité sécuriser le plan de financement en ne nous concentrant que sur l'aspect remplacement du terrain synthétique. Concernant les pondérations qui sont données pour chacun de nos partenaires, en fait, on a eu des bonnes surprises parce qu'en fait, la rénovation d'un synthétique peut être accessible en termes de
de subventions par plus de collectivités ou de l'État que ce qu'on pensait. Du coup, on a rajouté une collectivité et du coup, on a revu la pondération de chacune des lignes, ce qui fait qu'effectivement, les demandes aux uns aux autres sont un petit peu moins conséquentes, en espérant que moins c'est cher, plus ils vont nous aider. Donc, plutôt que de demander beaucoup à quelques-uns, on demande un petit peu moins à plus. Pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 15. Une convention d'objectifs et de moyens avec l'association Aquabulle. Agnès, toujours. Alors, la ville du Pradé souhaite contractualiser le partenariat qu'elle entretient avec ses associations afin de formaliser le soutien qu'elle entend donner aux actions et aux projets associatifs en détaillant leurs engagements respectifs et, le cas échéant, mettre en conformité l'ensemble des conventions existantes et de fixer ainsi leurs objectifs communs. Donc, la convention proposée en annexe a pour objectif de définir les objectifs, moyens et conditions de collaboration entre la ville du Pradé et l'association Aquabulle, dans le respect des engagements des deux parties, faisant suite au projet présenté par l'association. Donc là, il s'agit ici de poursuivre un partenariat avec l'association Aquabulle, qui a déjà été mené depuis plusieurs années. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens ci-jointe, fondant le partenariat entre la ville et l'association Aquabulle, et à prendre tout acte lié à la mise en œuvre de la présente convention. Merci. Merci Agnès. Des questions sur ces délibérations? Non, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour unanimité, je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux questions d'aménagement du territoire. Valérie Rialan, la question numéro 16, ça concerne un ajustement sur le PUP qui avait été signé en son temps en 2015 ou 2016. Valérie Rialan. Ah, Monsieur Tandil, allez-y. Merci. Oui, bonjour à tous. Monsieur le maire, vous me connaissez en tant que sportif et non en tant que financier. Toutefois, en feuilletant le budget 2021, j'ai remarqué une diminution des subventions par rapport au budget 2019 et 2020, notamment dans les clubs sportifs. Certainement parce que les demandes de subventions ne sont pas arrivées à temps ou tout simplement pas arrivées du tout, faute d'informations en temps et heure. Les associations sportives, culturelles, patriotiques, festives sont une colonne vertébrale pour la commune. Elles permettent d'animer et de proposer différents projets en cours d'année. Aujourd'hui, le monde associatif est en difficulté. Le Pradé n'y échappe pas. Mais, il y a un mais. Le soutien financier, certes important, n'est pas le seul lien que nous devons tisser et conserver avec les associations, formées en grande partie de bénévoles qui, s'ils ne se sentent pas soutenus ou s'ils se sentent oubliés, baissent les bras. Le lien humain est primordial. C'est une nécessité. C'est un facteur d'équilibre. Hélas, la communication entre les élus et l'association n'est pas au rendez-vous et nous le regrettons. Un mail, un courrier, une marque de sympathie, je ne vais pas dire de la présence dans les manifestations, puisque nous sommes actuellement dans une situation compliquée. Cela fait tellement de bien de pouvoir parler à quelqu'un et surtout de se savoir écouter. Je ne vous apprends rien. Gardons à l'esprit que le sport et les associations sont porteurs de valeurs et créateurs de liens. Pour revenir aux aides financières et concernant les subventions, j'aurai deux questions. Certaines associations n'ont pas déposé de dossier. D'autres ont vu l'aide financière renouvelée. Ma première question, pour l'attribution, tenez-vous compte de projets proposés où la subvention est finalement reconduite systématiquement, car en 2020, peu de projets ont pu être réalisés. Ma deuxième question, allez-vous soutenir financièrement les associations qui en feront la demande ou non, au vu de la crise sanitaire, et leur attribuer un montant, comme cela a été fait, entre les deux tours des élections 2020 ? Je vous remercie. Effectivement, je pense qu'on partage le même sentiment. Le tissu associatif, en particulier au Pradé, c'est un tissu associatif qui est assez important. On a à cœur de le soutenir depuis 2014 et on l'a démontré année après année. On a toujours été en soutien du tissu associatif. Voilà, donc après on a mis en place un certain nombre de règles, notamment la mise en place de conventions. On vient d'en voter une convention d'objectifs et de moyens. Donc le principe du versement de subventions, ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Il ne faut pas juste lever la main et demander de l'argent, il faut expliquer quel service on rend à la collectivité, quel service on rend à la commune, quel service on rend aux usagers et même aux sociétaires en fait. Donc l'idée c'est de mettre en place, ça a été mis en place par Agnès, des conventions d'objectifs et de moyens
pour toutes les associations, quelles qu'elles soient, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine scolaire, dans tous les domaines. Donc, on met en place des conventions d'objectifs et de moyens. La crise est passée par là. Donc, vous évoquiez en début, dans votre première partie, les difficultés que rencontrent certaines associations. Oui, je pense que c'est des difficultés que ne rencontrent pas que les associations, que rencontrent les restaurateurs, que rencontrent les usagers, que rencontrent certaines personnes qui se sentent isolées psychologiquement. Je pense aux étudiants, je pense aux gens qui ont perdu leur emploi. C'est une crise sans précédent. On en est tous plus ou moins victimes. Certains pas trop, d'autres beaucoup. Il y a des secteurs qui en profitent au sens noble du terme, qui peuvent en bénéficier, on va dire, plutôt qu'en profiter. Et puis il y a d'autres secteurs qui en souffrent. Les restaurateurs, le secteur du tourisme, le secteur automobile, le secteur de l'aéronautique. Donc il y a beaucoup de secteurs qui souffrent de cette pandémie. Il y a bien sûr le drame humain, le drame social. Et l'association, une partie du dispositif, en tout cas, fait partie de des dommages collatéraux du Covid. Alors on est en soutien psychologique, on les reçoit, hein, on les reçoit en permanence. Chacun dans ses délégations, Agnès pour le sport, les autres élus, Bérénice pour la culture, je ne vais pas citer chacun, Chantal est là aussi. Enfin, chacun des élus a des responsabilités vis-à-vis du tissu associatif, Martine, Eric, je vais oublier personne, mais enfin, on est là, on est en soutien du tissu associatif, ça fait vivre notre commune, ça renforce l'attractivité, on est là, on est présent. Mais c'est vrai que la crise du Covid, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, M. Tandil, ça n'aide pas, on communique moins. Il n'y a plus de manifestations patriotiques, il n'y a plus d'AG, il n'y a plus tout ça. On a même proposé aux associations de leur mettre en place une plateforme pour pouvoir tenir leurs AG, sachant qu'ils n'ont pas le droit de réunir plus de 6 personnes. Donc on a fait cette proposition, ça ne s'est pas fait parce qu'ils ne sont pas trop fanats d'utiliser les plateformes numériques. Il faut savoir qu'il y a certaines associations qui ont arrêté leur activité, donc qui ne nous ont pas demandé de subvention. Il y a d'autres associations qui nous ont demandé un minimum de subventions parce qu'ils estiment qu'il faut les soutenir à hauteur de 10, 20, 30, 50, 70 ou 80% des subventions qu'ils obtenaient. Donc on a fait du cas par cas, on n'a pas fait du systématique, on a fait du cas par cas. Voilà. On a un petit peu de recul, vous avez évoqué l'année dernière ce qui avait été mis en place, oui, c'était la phase 1 du Covid, on sait pas trop, on pensait tous qu'on allait mourir le surlendemain. Donc on s'est un peu demandé ce qui allait se passer. Donc on a pris le parti pris de maintenir les subventions. On était aussi en mois de mars déjà, donc il y a une partie de l'année associative qui s'était écoulée, là c'est différent. Il y a, pour certaines associations, rien ne s'est passé. Donc il y a des associations qui ne nous ont pas demandé d'argent. Ils ont dit non, cette année, nous on a arrêté nos activités, on ne veut pas d'argent. Voilà. Donc il y a d'autres associations qui nous ont demandé moins. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Pas d'autres questions ? Que j'avais posé au mois de juillet, je ne sais plus trop, au 2e conseil municipal. Cette commission qui existait, sportive, festivités et associations, aujourd'hui, à mon avis, à notre avis, elle se serait vraiment prêtée à la condition où l'on vit cette crise sanitaire, pour avoir un tour de table, en discuter et avoir les modalités à mettre en place pour aider ces associations. Voilà, c'est mon seul regret, si vous voulez, alors qu'elle existait auparavant, hein, cette commission, vous l'avez supprimée, bon, c'est votre droit, mais je trouve que c'est dommage, parce qu'elle aurait eu un impact important et peut-être un soutien pour les associations. Voilà, je vous remercie. Monsieur Tandil, je veux bien tout entendre. Je ne peux pas laisser dire qu'on a supprimé des commissions. On a créé plus de commissions que ce qui a été rendu obligatoire par la loi. On vous a même demandé au CCS d'avoir une deuxième personne, on vous a accordé une place. Vous avez demandé d'être au port des Ourtinières, on vous a donné une place à la régie. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on a supprimé des commissions. Au contraire. On fait un deuxième mandat et on vous le démontre en permanence. On est ouvert. On est dans la concertation. La porte de mon bureau est ouverte en permanence. Si vous voulez me rencontrer, vous faites la demande via M. Pézry, qui est le président de votre groupe. Que ce soit n'importe lequel de mes élus, on est vraiment ouvert à toute discussion. Vous voulez un rendez-vous avec Mme Biazoutou pour parler des problèmes sportifs, on en parle. On est à votre disposition. Je ne peux pas dire mieux. Je l'entends bien comme ça, que vous êtes ouvert à toute discussion. Moi, personnellement, j'avais demandé pour le groupe une réunion sport au mois d'octobre. Fin septembre, début octobre. Cette réunion a été reportée 2 fois pour des raisons que je ne sais pas, que je ne peux pas évoquer, sachant qu'une fois, sur le pavis de la mairie,
lors d'une manifestation, j'ai voulu croiser les élus du sport. On m'a jeté, entre guillemets, je n'ai pas apprécié du tout, je vous le dis. Donc, si c'est ça, d'être sportif, non. Moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Donc, je le regrette totalement. C'est quand même, lorsqu'on est élu, je le dis, on est porteur de valeurs et de choses et on doit être à l'écoute. Merci. Non. Non. Si. On a voté la 15. Donc, Ah oui, très bien. Merci pour votre intervention. Je propose donc de passer à la délibération numéro 16 maintenant. Ça concerne donc le projet, on avait commencé là-dessus. En fait, vous voyez, vous avez posé la question après que j'ai présenté la délibération, du coup ça m'a un peu perturbé. Donc j'avais commencé à présenter la délibération numéro 16. Ça concerne donc le projet urbain, le PUP de la Bayette, où il y a un ajustement financier qui doit être fait suite au transfert de compétences, c'est ça, et au passage en métropole. Valérie Rialan. Merci, Monsieur le maire. Vous avez pratiquement déjà tout dit. Donc, effectivement, la commune a signé une convention de projet urbain partenarial en 2016 et elle a déjà reçu un premier versement d'un montant de 39 000 euros. Or, la métropole a récupéré la compétence voirie, donc la commune est tenue donc, de reverser à TPM ce premier acompte à la COGEDIM. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Riquelme, allez-y. Merci, monsieur le maire. Oui, une question toute simple. La quote-part totale qui doit nous être versée par COGEDIM est de souvenir aux alentours de 390 000 euros. Là, on parle de 39 000 euros pour l'instant. À quelle échéance cette société doit reverser cette somme à la commune, puis après à TPM ou directement à TPM? Maintenant, je ne sais pas. Oui, alors ça va être reversé avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Pas d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Maintenant, question numéro 17, ça concerne une acquisition foncière, la parcelle AH 0047. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre donc, du projet de réhabilitation du groupe scolaire Marcel Pagnol, donc, cette parcelle est située rue Marie-Moron et la commune est intéressée par l'acquisition de cette parcelle d'une surface de 695 mètres carrés. Donc, après consultation des services de France Domaine et échange avec les propriétaires, la commune propose un prix d'achat de 385 000 euros aux vendeurs. Merci Madame Rialan. Des questions? Pas de questions? Monsieur Riquelme, une question, allez-y. Merci, monsieur le maire. Une question relative à la consultation des services de France Domaine. Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'évaluation qu'ont fait les services? Oui, France Domaine, c'était 360 000 euros, donc on peut aller 10% au-dessus, donc ça couvre le prix qu'on vous a proposé. Voilà. Pas d'autres questions? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie à nouveau pour ce vote unanime. Ensuite, alors je vous avais dit que, qu'on avait mis en place, on vous a proposé une délibération par table qui vous a été envoyée au plus tôt ce matin. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'acquisition justement de cette parcelle est éligible à la FRAT, qui est un fonds régional d'aide à l'investissement. Donc ce qu'on vous propose en fait, c'est d'acter le fait qu'on demande de financer jusqu'à hauteur de 30% de l'acquisition via la région, c'est-à-dire 115 000 euros. Des questions? Non. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Dans le désordre, je refais. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 18, l'attribution d'une subvention pour la réfection de façade. Merci, Monsieur le maire. Maintenant, vous êtes habitué. Donc là, il s'agit de la façade 447 avenue de la Première DFL pour un montant de 3 000 euros. Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. La question numéro 19, c'est le bilan des acquisitions foncières, cessions ou acquisitions foncières réalisées en 2020. Oui, merci. Donc, il s'agit effectivement de vous présenter un bilan. Donc, vous avez dans vos délibérations un tableau récapitulatif qui fait le bilan des acquisitions et cessions réalisées par la commune du Pradet,
mais aussi des acquisitions des stocks détenus par la métropole sur la commune dans le cadre du transfert de compétences de la voirie. Merci, pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Je pense qu'on a voté toutes les délibérations à l'unanimité aujourd'hui. Je vous en remercie. Écoutez, ça prouve qu'on arrive à travailler, même si on n'est pas toujours d'accord sur toutes les questions. Ça démontre qu'on arrive quand même à travailler ensemble, au-delà de nos opinions. Voilà. Ensuite, il y a les décisions en communication dont vous avez dû prendre connaissance. Et je pense qu'on arrive à la fin de ce conseil municipal. Et M. Riquel va en profiter pour poser une question. Merci, monsieur le maire. Non, pas une question, une information. Je souhaitais vous informer que je ne siégerai pas au prochain conseil municipal ni au suivant. J'ai décidé de passer le relais à Viviane Thiard, qui est à mes côtés depuis 2013. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Viviane, je vous dirais simplement que c'est une personne entière qui sait où elle va et pour qui la notion d'intérêt général est parfaitement acquise. Je serai bien entendu à ses côtés dans sa nouvelle mission. Je vous souhaite, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, une bonne continuation dans vos engagements respectifs au service de notre commune. Et je vous dis à bientôt. Merci. Vous démissionnez donc du conseil municipal, c'est ça? Donc vous avez un courrier à nous donner aujourd'hui ou vous l'enverrez plus tard? Parfait. Bon, écoutez, on a passé une bonne année ensemble et puis on attend que Viviane Thiard, on l'installera lors du prochain conseil municipal des réceptions de votre courrier. Et bien sûr, comme on le fait avec chacun des élus, on les reçoit dans notre bureau pour faire un petit point avec eux en début de mandat. Voilà. Écoutez, je vous remercie de la tenue de ce conseil municipal. Je souhaite à toutes et tous un excellent après-midi. Merci d'être présents à chacun de ces conseils municipaux. C'est important pour nous d'avoir, au-delà du quorum, une présence nombreuse de tous les élus pour pouvoir rendre compte de la vie de la municipalité. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. Et puis, le printemps arrive, donc j'espère qu'on pourra se retrouver avant le prochain conseil municipal autour d'un verre sympathique sur la place.